sommes proposées toutes les deux, eu égard à la nature du centre de recherche, eh bien de voir l'aspect plutôt droit privé, donc l'intitulé « Le droit privé fait son cinéma ». Le droit privé fait son cinéma. Plus largement, on peut d'ores et déjà essayer un petit peu de réfléchir à l'apport du cinéma dans la compréhension du droit. Et là, on est dans une démarche qui est une démarche à la fois d'ouverture et démarche qui, évidemment, vient non seulement irriguer les enseignements, on peut irriguer les enseignements, mais peut irriguer également la recherche. Donc si on repart un petit peu des prémices, nous avons dans le mouvement des Cultural Studies aux États-Unis toute une ouverture à toute une série d'approches décloisonnées du droit, que ça prend une approche féministe, sociologique, économique, etc. etc. Et sur ces brisées de ce mouvement se sont inscrits plusieurs mouvements. Le mouvement Law and Literature, droit et littérature dans le monde francophone, et également Law and Film, donc droit et cinéma, pareil, dans le monde francophone. Si on essaie un petit peu de voir comment ces processus se sont inscrits, on pourrait dire qu'ils sont partis d'un terreau qui est un terreau commun et connu des juristes, donc ce qu'on appelle le droit de la littérature, propriété intellectuelle, et le droit du cinéma. Mais également, ils se sont intéressés à un second aspect. Ce second aspect, c'est la recherche une analyse littéraire des textes juridiques, et du côté du cinéma, eh bien, l'intérêt des cinéastes pour le monde de la justice. Et troisième volet, c'est la recherche du droit et des questions juridiques dans les œuvres littéraires, théâtre, roman, non-fiction, etc. Mais également du côté du cinéma, donc le droit dans le cinéma, c'est-à-dire rechercher les questions juridiques, judiciaires, politiques dans les œuvres cinématographiques. Qu'il s'agisse d'œuvres cinématographiques qui soient de fiction, auxquelles on pense évidemment naturellement, mais qu'il s'agisse également d'œuvres cinématographiques documentaires, puisque si on reprend les propos du sémiologue Christian Metz, tout film est un film de fiction par définition. Donc nous sommes ici dans une démarche qui vient enrichir le corpus juridique, qui vient enrichir la démarche du chercheur, c'est-à-dire que nous nous ouvrons à des sciences auxiliaires, sociologie du droit, théorie du droit, histoire du droit, pour enrichir à la fois le questionnement et la réflexion sur le droit. Le risque, bien évidemment, c'est de dire... si on va vers le cinéma, eu égard à sa naissance, à la fin du XIXe siècle, dans les baraquements de foire, on va aller vers du divertissement, c'est-à-dire qu'on va perdre de la rigueur juridique, on va perdre de la dimension scientifique et on va s'éloigner de notre cœur, de notre objet de recherche principal. En réalité, non. En réalité, non, puisqu'on va être dans une démarche comparatiste. Et cette démarche comparatiste, c'est une démarche dans laquelle, comme les travaux de droit comparé, eh bien, on doit s'acclimater à une autre discipline, en plus de la discipline juridique. Et comme les vrais comparatistes, c'est-à-dire les rares comparatistes, eh bien, on doit effectivement faire tout un travail qui est à la fois historique, un travail linguistique, un travail méthodologique. Et c'est la même chose avec le cinéma, c'est-à-dire que avant de s'improviser dans cette démarche, eh bien, il faut avoir un corpus de films extrêmement riche, extrêmement divers, que ce soit les périodes, que ce soit les genres, que ce soit évidemment les cinéastes. Et donc nous vous proposons avec Floriane, eh bien, de cheminer très rapidement à deux voix, quatre mains et deux voix, autour de quelques thématiques. Et dans ces quelques thématiques, eh bien, il y a la personnalité juridique, tout d'abord. Il y aura ensuite le code napoléonien. Il y aura également le droit des biens. Et puis ensuite, le divorce, le droit de la famille, le divorce. Voilà. À travers ces quatre thèmes, nous avons choisi 4 illustrations, 4 films de 4 cinéastes différents. Des cinéastes qui sont peut-être
bien connus pour certains d'entre eux, et d'autres dont, j'espère, cela vous permettra un petit peu d'avoir un avant-goût de leur travail, et d'avoir un avant-goût également de leur réalisation, et envie d'aller plus loin et de les découvrir. Premier élément, premier point, c'est la personnalité juridique. Et cette personnalité juridique, vous le voyez, nous allons vous proposer un extrait d'un film de Bergman, pour certains son meilleur film, Persona, donc un film suédois, puisqu'il était suédois, et un film dont je vous expliquerai un petit peu le contexte, qui a été tourné sur son île au nord de Gotland, c'est-à-dire l'île de Fårö. Merci. Alors, avec cet extrait de Persona, nous nous situons à peu près au milieu du film. Ce film est né d'une crise, je dirais d'une des multiples crises d'Ingmar Bergman. Ingmar Bergman qui était un dramaturge suédois, donc qui a dirigé et mis en scène toute une série de pièces de théâtre dans plusieurs des théâtres suédois. Parallèlement, pendant l'été, mettait en scène, filmait des films qu'il avait pour l'essentiel écrits. Donc nous sommes ici avec un film qui prend naissance en janvier 1965, donc je disais une de ses multiples crises, puisqu'il était hypocondriaque, et il a été hospitalisé pendant plusieurs mois à l'hôpital de Stockholm. Et il avait un projet, puisque c'était un homme qui donc, pendant la saison automne-hiver, était donc en train de mettre en scène plusieurs pièces de théâtre. Et donc, comme vous l'avez compris, l'été en train de filmer, à partir du moment où il a été propriétaire de sa maison à Fårö, des films. Sinon, ça avait été auparavant en studio ou dans des décors réels près de Stockholm. Il était donc occupé en train de vouloir mettre en scène une grosse production qui se faisait difficilement, ayant été hospitalisé pendant très longtemps, pendant plusieurs mois à l'hôpital de Stockholm, et ayant du mal à finaliser cette production cinématographique, il s'est tourné vers un autre projet à la faveur d'une photo où les deux actrices, donc celle que vous voyez ici dans cette photo de tournage, c'est Bibi Andersson, et elle interprète dans le film le rôle d'Alma, l'infirmière. Et celle que vous avez vue dans l'extrait qu'on vous a projeté, qui était au départ à l'arrière, enfin qui est arrivée à l'arrière-plan et qui ensuite se retrouve au premier plan, c'est Liv Ullmann. Donc ce sont deux actrices, une actrice suédoise, Bibi Andersson, une actrice norvégienne, Liv Ullmann, et à la faveur d'une photo où elles étaient toutes les deux, puisqu'il avait déjà fait tourner au moins Bibi Andersson dans plusieurs de ses films, il a trouvé une forme de gémellité dans leur visage. Et à partir de cette photo, il a imaginé un scénario, et ce scénario, c'est le scénario de Persona. Ce scénario de Persona, il trouve donc cette naissance dans un établissement hospitalier. C'est un film qui a sauvé le dramaturge cinéaste. C'est un film qui part d'une actrice, d'une comédienne de théâtre, donc interprétée par Liv Ullmann, qui est sur scène. Et sur scène, elle interprète le rôle d'Electre. Et en pleine représentation, elle devient aphasique. Elle ne veut plus prononcer un mot. Elle est hospitalisée, et lors de cette hospitalisation, on ne lui trouve, bien sûr, le symptôme ne parle plus, mais aucune cause réelle et sérieuse, comme diraient les juristes, qui permettent de dire, effectivement, elle est atteinte de ce type de maladie à la suite de, etc. Et donc, comme les traitements médicaux, visiblement, sont inaptes à faire leur effet, il est proposé de l'éloigner pendant plusieurs semaines, en compagnie d'une infirmière, donc il va la surveiller, l'accompagner, la dorloter, etc. Cette fameuse Alma, interprétée par Bibi Andersson. Et donc, nous sommes avec une actrice une comédienne dont le rôle est effectivement de représenter sur scène toute une série de personnages qui, du jour au lendemain, ne prononcent plus aucun mot, ni dans sa vie privée, qui est éloignée de son mari et de son enfant, le mari vous l'avez entreaperçu, et qui donc sur cette île de Fårö est accompagnée de cette infirmière qu'elle découvre et avec laquelle évidemment une relation s'instaure, puisqu'il est extrêmement difficile d'être avec une autre personne sans échanger. Donc l'infirmière, petit à petit, essaie de meubler la conversation et se livre peu à peu. Donc nous avons d'un côté une femme qui
se retranche dans son mutisme, et une autre qui, petit à petit, pour passer le temps, pour meubler cette solitude à deux, eh bien, prononce toute une série de paroles, se livre et raconte des choses intimes. Choses intimes qui aboutissent, alors même que l'actrice s'est, paraît-il, endormie pendant la nuit, à ce que l'infirmière sorte. Et donc là, c'est l'extrait que vous avez vu. Et durant cette sortie nocturne, alors que c'était une promenade comme ça, toute simple, pour prendre le frais pendant l'été, elle tombe sur un homme qui se révèle, à travers ses propos, être le mari de sa patiente. Et là, vous l'avez senti, nous sommes avec un inversement des rôles, puisque le mari, derrière ses lunettes noires en pleine nuit, pense que la femme qui vient à lui, eh bien, c'est son épouse qui s'est un peu échappée un petit peu de sa gardienne et qui vient le retrouver, parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont séparés, ils ont besoin de se retrouver, d'échanger sur leur couple, d'échanger sur leur futur possible et sur la vie de leur enfant, évidemment, puisqu'ils ont un jeune garçon qui a du mal un peu à comprendre pourquoi sa mère n'est plus là. Et donc, il y a cet échange verbal, il y a la dénégation de l'infirmière. Et puis, dès l'arrivée de la patiente, vous l'avez vu, la patiente prend la main de l'infirmière et la pose sur le mari. Donc elle fait ça consciemment, aucun mot n'est échangé, mais elle fait interpréter ce rôle de l'épouse par l'infirmière. Et donc là, nous avons un changement non seulement de rôle, mais nous avons une dépersonnalisation. Alors une dépersonnalisation puisque l'actrice fait endosser son rôle, elle qui est actrice et qui refuse d'endosser des rôles puisqu'elle ne veut plus prononcer des paroles, donc fait endosser son propre rôle par son infirmière, et cette infirmière, évidemment, va se prêter au jeu et devient l'épouse dans la conversation qui suit et également dans les embrassades que vous avez eues. Donc nous avons ici un double renvoi à la persona. La première persona, c'est celle que j'ai évoquée, c'est-à-dire la persona de l'actrice, hein, puisqu'elle avait un rôle à interpréter, qu'elle interprétait plus ou moins bien et qu'elle a fini par interrompre en pleine représentation. Et nous avions la persona sociale. Et cette persona sociale, ben, c'était la représentation que son entourage avait d'elle, c'est-à-dire à la fois épouse, à la fois mère de famille, à la fois ayant une vie sociale. Et c'est cette seconde persona, c'est-à-dire cette vie sociale, au sens jungien du terme, qu'elle refuse, et qu'elle refuse par son aphasie qui lui est, à laquelle elle s'est attachée, elle s'est arrimée. Donc nous avons ici un renvoi à la personnalité juridique, puisque nous le savons, hein, les travaux l'ont montré, à la fois des historiens du droit, et je pense ici à Anne Lefebvre-Taillard, que nous sommes avec un terme qui vient du grec, que les Romains ont repris, et quand ils parlent de persona, c'est effectivement cette fois cette personnalité juridique, hein, sous l'angle juridique, mais c'est également cette persona au sens de rôle social et ces multiplications de personas que les uns et les autres ont et qui se superposent. Alors dans une autre séquence, on ne vous l'a pas mise, mais effectivement à un moment donné, là on l'entreaperçoit un petit peu, on a les deux visages et on retrouve cette idée de départ de Bergman, c'est-à-dire que ces deux visages, ces deux femmes qui sont dissemblables, eh bien dans leur, si je peux dire, dans leur dissemblance, eh bien, elles ont une forme de fausse gémellité, et on voit là à l'œuvre cette idée de persona, c'est-à-dire la personnalité juridique qui vient se superposer à la personnalité, la personne réelle qui emplit son rôle social. Voilà, on va peut-être passer sur le deuxième point, et le deuxième extrait, ce sera Floriane qui va vous en entretenir. Merci. Bon, rapidement, je remercie à mon tour l'IRJS pour nous accueillir et pour organiser le séminaire. Les organisatrices pour la coordination, Mesdames Kozlowski, Ansani, de Guilhem, de notre part à toutes les deux. Et Magali Flores-Lonjou, parce que c'est elle qui a impulsé la dynamique de la présentation d'aujourd'hui. Donc merci. Donc moi je vais vous parler en deux extraits du film Un tramway nommé Désir, qui a été tourné par Elia Kazan et qui est sorti donc le 18 septembre 1951. C'est l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre du même nom, écrite par Tennessee Williams en 1947, et que Elia Kazan avait lui-même mis en scène au théâtre, donc avant de l'adapter au cinéma.
Donc les extraits qu'on va voir, ils sont les deux inclus dans une même scène qui dure à peu près 12 minutes. Donc on a pris simplement 2 extraits de cette longue scène. Elle se passe au début du film, elle commence vers la 16e minute. Donc rapidement, qu'est-ce qui se passe avant? Je vous explique ce qui se passe pour qu'on arrive à cette situation. Donc le film commence avec une femme donc, qui s'appelle Blanche, qui a pris le train depuis Laurel dans le Mississippi pour venir rendre visite à sa sœur Stella, qui a déménagé à la Nouvelle-Orléans et que donc elle n'a pas vue depuis longtemps. Et en même temps faire la rencontre donc, de son mari Stanley, puisqu'elle ne l'avait jamais vu. Elle indique qu'elle vient de démissionner de son travail d'institutrice en raison d'une dépression nerveuse, et elle reproche à sa sœur d'avoir quitté le domicile familial alors que leurs parents étaient malades, tandis qu'elle y est restée pour s'occuper donc de leurs parents. Et au passage, Blanche donc annonce à sa sœur que la maison de famille, qui s'appelle Bellerive, a dû quitter le patrimoine familial, prétextant avoir eu besoin d'argent, donc justement pour subvenir aux besoins de la famille. Donc le passage qui nous intéresse, il dure environ 10 minutes et il met en scène 3 dialogues successifs, séparés, les 3 conversations séparées entre les 2 des personnages, c'est-à-dire un premier dialogue entre Stella et Stanley, un deuxième entre Blanche et Stanley, et un troisième entre Blanche et Stella, qui tous les 3 essayent de répondre à une même problématique. La problématique, c'est celle de l'application du soi-disant Code Napoléon, à la fois dans le droit de la propriété sur la maison de famille, et aussi la communauté de biens qui existe entre les 2 époux. Et chacun donc va essayer de proposer sa résolution du problème. Et plus qu'une simple discussion, chacun en réalité propose une vraie vision du droit, très différente des 2 autres, et essaye de convaincre les autres forcément que la sienne est la bonne. On va regarder un premier extrait donc, du dialogue entre les 2 époux. Voilà. Donc l'arrivée de Blanche, comme je vous disais, donc la sœur de l'épouse qu'on voit ici, donc a porté à la connaissance du couple la survenue donc d'un événement juridique qui déclenche tous ces débats. La maison familiale, donc je vous le disais, a quitté le patrimoine familial. J'emploie exprès des termes flous et du langage commun justement parce qu'il va y avoir un débat sur l'emploi des termes juridiques ou pas entre les personnages sur l'acte juridique qui aurait entraîné donc la sortie de la maison. Donc Stanley, lui, le mari, évidemment, entend récupérer donc la part du prix de la maison, qu'il requalifie au passage de château, qui revient à son épouse Stella, et à lui-même, pense-t-il, du fait de la communauté de biens qui existe entre eux depuis qu'ils se sont mariés. Et ils se sont mariés sans contrat, donc sous la communauté de biens. Et donc à ce moment-là, Stanley décide d'entamer soudain un discours juridique et il se prévaut donc du Code Napoléon qui s'appliquerait alors en Louisiane et il essaye d'en expliquer les dispositions à son épouse qui dit ne rien comprendre et ne rien y connaître. Alors au passage sur cette histoire d'application du Code Napoléon, donc Napoléon Bonaparte avait vendu la Louisiane le 20 décembre 1803 aux États-Unis. À ce moment-là, donc, le territoire de la Nouvelle-Orléans est devenu l'État de Louisiane et s'est doté d'une codification civile intitulée Digeste de la loi civile, promulguée le 31 mars 1808. Et en fait, la structure et des pans entiers de ce digeste sont des reprises du Code Napoléon de 1804 et du projet de 1800. Donc si formellement le Code Napoléon n'est pas en vigueur, en pratique, le droit qui s'applique en Louisiane est très largement issu du Code Napoléon. Donc, ce discours donc, va faire apparaître Stanley, donc l'époux, comme celui qui connaît le droit, contrairement à son épouse, et va le faire en cela apparaître comme supérieur. Supérieur intellectuellement et aussi supérieur par la force, car il est, lui, capable de forcer l'autre grâce au droit et à sa force exécutoire. Il va soudain se montrer très sûr de lui, il se redresse, parce que le caractère officiel du droit, du discours juridique, va lui permettre de se hisser au-dessus de son épouse qu'il ignore. Et on voit d'ailleurs que, juste après, il prend, en même temps qu'il fait son discours, le bras de sa femme assez fortement, comme pour réclamer l'application du droit et montrer ainsi l'application de la force qui innerve le droit. Tout cela alors même que son savoir juridique s'avère en réalité assez frais et assez superficiel, puisque régulièrement lui-même répète qu'ectancé, qu'exgencé, et vu les termes qu'il emploie, voilà, on peut comprendre un savoir assez superficiel, mais cela suffit, ne serait-ce que cette base le différencie de son épouse qui n'y connaît rien. Mais ce qui est intéressant, donc, dans cette opposition entre celui qui connaît et celle qui ignore le droit, en réalité, on va voir que cette ignorance du droit, elle n'est pas forcément, contrairement à ce que croit son époux, involontaire. Elle peut être aussi volontaire. C'est la vision que va défendre son épouse.
puisque lorsque Stanley indique à Stella donc, que le code Napoléon s'applique et qu'elle lui répond qu'elle n'y connaît rien, il va lui essayer de lui faire un petit cours de droit, de lui expliquer justement ces dispositions du droit des biens. Et elle, au début, donc, se dit simplement trop bête. Elle dit « je n'y comprends rien, je n'y sais rien ». Et incapable de comprendre le droit, elle dit « ma tête éclate » quand il commence l'explication du Code civil. Elle tente ainsi d'essayer de décourager tout simplement son mari et de sortir comme ça rapidement de la discussion. Et finalement, la vision contractualiste du mariage lui semble bien loin, elle qui s'était mariée finalement par amour sans réfléchir aux effets juridiques de cet engagement. Donc lui va essayer de lui enseigner le droit, et là, elle va cette fois refuser d'apprendre le droit, puisqu'elle dit « je m'en fiche, je m'en moque, je ne veux pas savoir en pratique ». Donc elle glisse d'une ignorance qui a priori était involontaire vers une ignorance volontaire du droit assumée, et donc finalement un rejet du droit, un déni qu'elle souhaite. Pourquoi? D'ailleurs, elle rejette toute l'application des termes juridiques. Quand on lui dit « la maison a été vendue », elle répond « non, elle a été perdue », ce qui ne veut rien dire. Pour un juriste, elle dit « elle a been lost ». Et donc, mais l'intérêt, c'est que s'il n'y a pas eu d'acte juridique, il n'y a pas d'obligation juridique à la charge de sa sœur, parce qu'elle essaye de faire déculpabiliser sa sœur. Alors que lui, à l'inverse, s'il y a eu vente, eh bien la sœur doit rendre une partie du prix. Et donc, c'est l'idée d'équité, en fait, qu'incarne ici Stella, parce qu'elle oppose la pitié envers la partie faible, que serait sa pauvre sœur dépressive, à la rigueur aveugle du droit écrit qu'incarne, lui, Stanley, et sa force. Stella, d'autant qu'elle est la créancière de l'obligation, elle libère, elle, implicitement, la débitrice qui est sa sœur, en ne lui réclamant pas, justement, la part de la maison qui lui revient. Et ainsi, elle apparaît comme un personnage assez noble qui se hisse au-dessus des enjeux pécuniaires, contrairement à son mari, pour préférer des principes supérieurs comme la protection de la partie faible. Elle incarne donc une sorte de vision plus romantique du monde que celle proposée par le droit et incarnée par Stanley, dans laquelle l'amour, la pitié, la compréhension, la compassion doivent être les vrais guides des relations humaines, plutôt que le droit. Elle refuse l'application du droit dans des relations trop personnelles, comme le sont les relations familiales. Mais donc lui, Stanley, refuse de se plier, il insiste à l'inverse sur la qualification juridique, et lui, en fait, ce qu'il invoque implicitement, c'est le principe que nul n'est censé ignorer la loi. L'ignorance du droit ne peut pas suffire à échapper à son obligation, ne peut pas être cause d'irresponsabilité. La volonté de la sœur, quel que soit l'acte, eh bien, a fait sortir la maison du patrimoine, et donc un acte juridique a été conclu. Peu importe qu'ensuite elle ne souhaite pas en assumer les conséquences. Et d'autant que cette vigueur du droit se double pour lui du fait que lui-même est le chef de la communauté, selon le Code Napoléon. Donc, on va regarder donc un deuxième extrait, cette fois le dialogue entre le mari, Stanley, et la sœur Blanche, donc celle qui aurait perdu la maison. Voilà. Donc cette fois, on a affaire donc à un autre dialogue entre Stanley et Blanche, Blanche qui essaye donc de convaincre son beau-frère de sa bonne foi, même si elle, forcément, son attitude est nécessairement moins vertueuse, puisqu'elle est la débitrice de l'obligation, donc c'est nettement moins vertueux que de la part de créanciers de l'obligation que de ne pas demander l'application du droit. Donc là encore, eux vont se lancer dans un débat juridique, et Stanley va encore donc recommencer le discours juridique à l'adresse cette fois de sa belle-sœur, et on voit que son vocabulaire justement entre les deux scènes se fait de plus en plus vague et familier au fur et à mesure. Au début, on voit qu'il s'embourbe en réalité dans sa volonté d'essayer d'appliquer cette fois le droit. Il dit en français je me fiche, je veux voir les paplards, les paplards, il n'y a pas des paplards ou des machins comme ça, demande-lui les paplards. Donc sa colère monte au fur et à mesure qu'il sent qu'il pense être dans son bon droit, mais qu'il n'arrivera peut-être pas à faire appliquer le droit, et d'autant donc qu'il va devoir prouver son affirmation et qu'il ne sait même pas quel type de document chercher. Il dit donc qu'il va essayer de voir avec un de ses amis clerc de notaire, mais on voit que la difficulté monte. Et donc Blanche va saisir l'occasion ensuite de cette maladresse de son beau-frère pour le tourner en ridicule, pour se moquer de lui et justement faire une critique déjà du formalisme juridique, comme on voit qu'elle lui lance des papiers et des papiers et des papiers. Elle lui dit « j'ai des centaines de paperasses qui s'entassent depuis des siècles et ça vous ferait une excellente façon de passer vos dimanches », elle lui dit quand elle lui lance les papiers à la tête. Et en même temps dénigre Stanley
en le tournant en ridicule, et elle lui dit donc vous avez l'air d'un magistrat, avec un ton un peu moqueur, et elle s'adresse à lui comme un petit garçon qui ne comprendrait pas grand-chose, mais qui essaierait de se grandir grâce au droit. D'ailleurs, elle le définit elle-même, elle lui dit vous êtes un être simple, droit, honnête, un peu buté sans doute, et à l'emporte-pièce, et ça pourrait être en fait la définition du droit écrit dans ce discours. Voilà. Après, elle oppose ensuite, par ailleurs, le droit au sentiment, on le sent avec la musique, et surtout, elle critique à son tour la rigueur impitoyable du droit, qui chercherait à lui faire du mal, elle qui est une pauvre femme en souffrance. Donc, pour conclure, entre ces trois personnages, on voit qu'ils incarnent donc trois visions du droit, les trois visions qui guident le droit depuis Rome, en fait. Vivre honnêtement, attribuer à chacun le sien, et ne pas léser autrui. Vivre honnêtement serait incarné par Stella, Stanley lui serait le attribuer à chacun le sien, et Blanche, elle, serait le ne pas léser autrui, à contrario, puisqu'elle l'enfreint sciemment. Donc la particularité d'Elia Kazan, c'est d'être toujours d'avoir un discours sophistiqué, parce que comme Sur les quais ou à l'est d'Éden, il sait mêler ce qu'il y a à la fois de plus primitif dans l'homme, les passions humaines, mais aussi ce que l'homme a su créer de plus subtil, comme ici le droit. Et son discours est souvent ambigu, parce que le premier personnage, donc Stanley, qui apparaissait au début comme le plus intelligent grâce au droit, finalement se fait tourner en ridicule. Et en même temps, comme le personnage qui apparaissait comme le plus noble, Stella, qui incarnait l'équité, finalement se fait bêtement dépouiller. C'est aussi ça la conclusion du film. Donc il en ressort une critique du droit, finalement, un droit beaucoup trop théorique pour s'appliquer en pratique, parce qu'il véhicule une conception des rapports humains rigide, purement théorique, qui est bien trop éloignée d'une maison comme ce foyer, où finalement les passions humaines régissent avant tout les rapports. Voilà. Nous passons avec le troisième extrait, ce sera peut-être le dernier parce que je vois l'heure et si on veut avoir un petit peu de temps de discussion, il ne s'agit peut-être pas de tout occuper par notre exposé. Donc sur le droit des biens, avec un extrait de Laura d'Otto Preminger. Otto Preminger est un cinéaste qui a commencé lui aussi par la mise en scène de théâtre en Autriche, qui ensuite a rejoint les États-Unis, a poursuivi la mise en scène de théâtre à New York et puis ensuite s'est lancé dans la mise en scène de films à Hollywood. Donc c'est un cinéma classique, un cinéma réputé, un cinéma dans lequel les préoccupations pour les institutions mais également la justice sont importantes parce que son père était procureur dans l'Empire austro-hongrois, donc il a fréquenté par la fibre paternelle l'ambiance juridique, le milieu juridique et judiciaire. Donc dans l'extrait que nous allons voir, il se situe dans les premiers temps du film et nous sommes, vous allez le voir, dans l'appartement de Laura, appartement de cette jeune femme qui est interprétée par Jen Terney, qui a disparu et dont on pense qu'elle a été assassinée. Et donc nous avons, vous le voyez sur la gauche de l'écran, nous avons son ami Pygmalion, qui est Waldo Lydekker, et puis sur la droite en chemise, c'est le policier qui, Mac Macpherson, est chargé d'enquêter, savoir si effectivement l'occupante de ces lieux a pris la poudre d'escampette ou si au contraire elle a été assassinée et où est-ce qu'on peut retrouver le cadavre si celle-ci a été effectivement assassinée. Et il y a un troisième personnage que je vais vous laisser découvrir et sur lequel je reviendrai ensuite. Nous sommes dans cet appartement de Laura où les deux hommes viennent un petit peu comme dans un mausolée. Son Pygmalion qui avait ses habitudes, qui a façonné cette jeune femme à son image et qui l'a élevée de sa classe sociale. Et qui vient donc régulièrement, à la fois sur les traces de cette amitié, de ce passé, il vient peut-être rechercher des petits indices de la disparition soudaine de cette chère amie, et puis le policier, on a l'impression qu'il est en train de camper dans cet appartement, alors qu'effectivement, si elle a disparu et si elle est effectivement morte, il serait peut-être plus opportun pour lui d'aller faire son enquête à l'extérieur, auprès du voisinage, auprès de ses habitudes, auprès de son travail, pour essayer de collationner toute une série d'informations qui permettraient
d'en déduire si effectivement c'est une disparition volontaire ou si elle a été assassinée. Eh bien non, il reste là. Vous voyez qu'il s'est installé à demeure, hein, il fouille dans toutes les affaires, en dehors des heures réglementaires visiblement. Il s'abreuve de whisky, tellement bien qu'il finit par piquer un petit somme dans le fauteuil sous le portrait. Et donc le troisième personnage, c'est effectivement ce portrait de Laura qui trône sur la cheminée du salon et qui occupe une part importante, non seulement de la mise en scène, mais évidemment de cet extrait et également du rôle qu'il va jouer au sein de ce film. Puisque nous sommes ici avec une jeune femme que nous n'avons jamais vue, le seul moment où nous la voyons, c'est à la fin de cet extrait, quand elle rentre chez elle, comme si elle était partie faire une promenade, rencontrer des amis, aller au spectacle ou retourner de son emploi. Et elle rentre tout naturellement, alors que visiblement, tous ses proches sont en émoi, sont en train de la rechercher, puisqu'il y a un troisième homme, mais dont on ne parle pas ici, c'est son fiancé avec lequel elle doit convoler en juste noces sous peu. Donc nous avons deux hommes qui expriment deux démarches, une sophistiquée, proche donc de la démarche des deux femmes dans le film de Kazan, où nous sommes ici avec quelqu'un qui voilà, vit dans les sentiments, vit dans les préoccupations intellectuelles, les préoccupations artistiques, etc., alors que l'autre est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus terre à terre, et est en train là de rechercher ces fameux indices, et en particulier en s'attaquant à des écrits, donc ces fameuses lettres que le Pygmalion a échangées avec Laura. Et donc là, vous avez déjà la première utilisation du terme privacy, puisque là, il a dépassé les bornes. Ce sont des choses qui ne se font pas. On ne doit pas, comme ça, mettre en jeu des éléments qui révèlent et relèvent de l'intimité de deux personnes, au même titre que dans l'extrait du film de Kazan, nous avions les fameuses lettres que... Blanche, interprétée par Viviane Legge, avait échangé avec son jeune époux qui s'est suicidé. Voilà, donc là c'était un sacrilège que les mains de son beau-frère se soient posées sur ces lettres qui étaient parées à la fois de parfums, mais également d'un souvenir, évidemment, un souvenir dramatique, et en même temps, évidemment, toute cette jeunesse envolée, son amour envolé, etc. Donc on est un petit peu dans la même démarche ici, ne pas toucher au sacré, et ce sacré, ce sont des choses qui, d'un point de vue juridique, n'ont pas forcément grande valeur, mais qui, pour les individus, en ont une importante. Et on touche ensuite au second point, c'est-à-dire c'est ce portrait. Ce portrait qui est affiché, qui est installé donc au-dessus de la cheminée, et ce portrait, c'est le portrait donc de l'occupante des lieux qui a disparu. Mais en ayant disparu, elle devient beaucoup plus présente grâce à ce portrait. Et si vous avez fait attention dans la mise en scène, au début de la séquence, ils sont près de la porte d'entrée de l'appartement, mais petit à petit, ils pénètrent au sein de l'appartement, et quand ils ont un échange, il y a un troisième personnage, et ce troisième personnage, c'est ce fameux portrait. Alors ce soit il est sur le côté de l'un des deux protagonistes, soit il est au centre, soit quand le dernier protagoniste reste sur les lieux, eh bien on a l'impression qu'il est avec son verre de whisky et qu'il est en train de converser avec cette disparue, et donc essayer de sonder son mystère en étant penché, enfin penché plus que penché, en levant les yeux vers le tableau, et ensuite s'endormant presque au pied de sa belle, puisque le Pygmalion a bien compris l'affaire. Cette femme a beaucoup de courtisans. Elle a un fiancé officiel, elle a cette espèce d'ami amoureux vieil homme qui l'a façonné à sa façon, et puis le dernier en date, le policier, qui est tombé amoureux, il lui dit, d'un cadavre. Donc nous avons un portrait qui devient vivant, un portrait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand il s'est endormi, la façon avec laquelle le cinéaste le filme, on a l'impression qu'elle est en train de veiller sur le sommeil du policier, et puis, dernier élément, évidemment, ce portrait était tellement vivant qu'il a permis de rendre la disparue présente, et donc elle rentre chez elle. Donc là, nous avons l'illustration de ce qu'en droit privé vous connaissez bien, c'est-à-dire la théorie des meubles et des immeubles. Nous avons par définition un portrait qui est un meuble,
Mais ce meuble ici, on a l'impression qu'il devient immeuble par destination, puisqu'il fait corps avec l'ensemble de l'appartement, il en est quasiment l'âme de cet appartement, et donc il a changé de nature et il est devenu une présence vivante. Voilà. On va s'arrêter là pour nous laisser le temps d'échanger un petit peu, et puis si vous voulez voir le dernier extrait, on le verra. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs points communs. J'ai fait quelques parallèles entre les deux derniers extraits, donc qui sont des films tournés aux États-Unis. Nous avons dans les trois cas de figure, là, les trois cinéastes ont un parcours comparables, c'est-à-dire que ce sont des metteurs en scène de théâtre qui soit sont ensuite passés au cinéma, soit ont réalisé à la fois des mises en scène de théâtre en parallèle de mises en scène de cinéma. Et donc dans cette connaissance à la fois des œuvres littéraires, des œuvres de théâtre, connaissance également de la littérature, connaissance plus largement des arts, et ils réussissent à entremêler cette approche droit et cinéma, dont les points communs sont nombreux, hein, à travers la représentation, bien sûr, les représentations, mais également les fictions, et là nous y sommes en plein. Voilà un petit peu ce que nous pouvions dire pour ce séminaire.